plus vieux que vous, alors c'est peut-être plus difficile pour moi. Merci en tout cas d'être là. Euh, je veux aussi remercier la Société d'Histoire de Lyon et puis surtout son président qui me donne l'occasion et l'honneur de parler devant vous d'un sujet qui m'est cher, puisqu'il s'agit de mon arrière-grand-père et de son entreprise. Je ne vous demande pas si vous connaissez, certains vont me dire oui, bien sûr, puis d'autres pas du tout. Bon, enfin, peu importe, on fera le test peut-être tout à l'heure pour se compter. Euh, donc, après plusieurs années de recherche sur ce sujet, et puis plusieurs années où j'ai dépouillé la collection complète des rapports du conseil d'administration de la société, que j'avais grâce à mon grand-père, Marc, lui c'est Emmanuel, son fils c'est Marc. Et son arrière-petit-fils, c'est Marc aussi. Enfin, voilà, c'est un nom de famille. Donc j'ai pu rédiger ce livre qui s'appelle La Maison Vite, une page d'histoire lyonnaise. En fait, de pages, il y en a près de 400, mais dont 250, non, 200, oui, enfin, plus de 200 qui sont des pages de, de documents. Voilà. Ce livre a été préfacé par Henri Ours. Vous savez qu'il était, entre autres, président de Rive Gauche. Et j'ai eu la joie et le bonheur de travailler avec lui pendant les dernières années de la société. Aussi, il nous a quittés au mois d'octobre. Et aussi, c'est à lui que je dédie cette conférence. Alors, le titre de cette conférence est banal. Sa vie, son œuvre. Ça me donne l'occasion de vous dire qu'il y aura deux parties. La première, la vie. La deuxième, l'œuvre. Vous remarquez que j'ai mis des guillemets au mot œuvre parce que c'est le mot même par lequel Emmanuel Witt définissait son entreprise. Il parlait toujours de son œuvre et même de son œuvre catholique. Voilà. D'abord, un mot du contexte historique, parce que pour bien comprendre la vie et l'œuvre de cet homme, je vais m'en tenir à mon texte, parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire, et les minutes me sont comptées, et si je m'éloigne du texte, on n'y arrivera jamais. Alors, ça sera moins intéressant pour vous, mais je vais m'en tenir à mon texte. Il faut bien avoir à l'esprit le contexte historique dans lequel il vécut, un contexte de changement assez profond et assez violent dans l'attitude de l'État envers l'Église. Un changement que les catholiques d'alors vécurent comme une véritable persécution. Ceci vous est bien connu, je sais et c'est pour ça que je suis très intimidé, que je m'adresse à une docte assemblée que vous êtes. Quand Emmanuel Witt naquit le 12 mars 1849, la Révolution de 1948 avait proclamé la République. Quelques mois plus tard, le coup d'État du 2 décembre 1951 instaurait le Second Empire, et c'est sous ce régime qu'Emmanuel Witt allait grandir. Bien que placée sous la surveillance de l'État depuis le Concordat de 1802, l'Église connut alors une période de stabilité pendant laquelle elle sut conforter ses positions et presque oublier les affres de la Révolution vécue quelques 60 années auparavant. Mais quand Emmanuel Witt entra dans la vie active vers la guerre vers 1870, l'humiliation de la défaite et la proclamation de la Troisième République remirent en question bien des choses. Avec une montée progressive de l'anticléricalisme et la naissance d'une laïcité qui, pour s'imposer, revêtait des formes les plus agressives, l'Église allait payer le prix fort d'une certaine collusion avec le pouvoir au temps de Napoléon III. Dans la tourmente qui se levait, les catholiques français allaient devoir entrer en résistance pour défendre les valeurs religieuses qui pour eux étaient les fondements d'une société à laquelle ils étaient viscéralement attachés, une société de chrétienté. J'égrène simplement... Ça marche, oui, c'est merveilleux. J'égrène simplement quelques dates et quelques faits parmi d'autres. En 1971, notamment à Lyon, de nombreuses mesures sont prises contre les congrégations enseignantes.
Puis, après une accalmie sous le gouvernement de l'ordre moral, c'est-à-dire entre mai 73 et mai 76, la lutte anticléricale reprend. Jules Ferry, ministre de l'Instruction publique, dépose en 1979 une série de projets de loi visant à restreindre, voire à supprimer la liberté d'enseignement pour les congrégations religieuses. En 1981, l'existence des congrégations elles-mêmes est menacée. L'obligation du repos dominical est supprimée. En 1982, la loi Jules Ferry instituant l'école laïque gratuite et obligatoire supprime l'instruction religieuse des programmes. En 1901, la loi sur les associations exige que la fondation des congrégations fasse l'objet d'une loi. À l'expiration du délai, si 450 congrégations s'étaient soumises à cette obligation, 303 autres sont sommées de quitter le territoire. En 1902, 3125 écoles religieuses n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation sont fermées, purement et simplement. En 1903, 436 congrégations sont interdites. L'année 1904 voit la dispersion des religieux et religieuses et l'expatriation des congrégations enseignantes. La loi Fallou de 1850, qui organisait l'enseignement dans les écoles religieuses, est abrogée. L'enseignement est désormais interdit à toutes les congrégations. À Lyon, la municipalité multiplie les fêtes populaires pour remplacer les cérémonies religieuses. Elle rebaptise, si je puis dire, le nom des rues, puisque des noms des héros de la République et des sciences remplacent le nom des saints. Enfin, le 9 décembre 1905, est publiée au journal officiel la loi de la séparation de l'Église et de l'État. Vous la connaissez par cœur, on en parle beaucoup. La loi reconnaît la liberté de conscience et de culte, mais la République ne reconnaît ni ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Les biens de l'Église seront remis à des associations cultuelles constituées en conformité avec la loi de 1901. Sinon, ils reviendront à l'État et aux collectivités locales. Vous savez que Pidis, qui était assez rigoureux, et le mot est faible, n'a pas voulu que se forment des associations cultuelles. Donc l'État a purement et simplement pris les biens de l'Église. Mais il a pris aussi les frais d'entretien. Bon. Aujourd'hui, tout s'est apaisé, enfin jusqu'à ces derniers temps. Et catholiques comme républicains, et il y a la plupart des catholiques sont peut-être républicains, se félicitent de cette loi. Je crois qu'il faut bien avoir à l'esprit ce genre d'événement pour bien comprendre l'œuvre d'Emmanuel Vitt et ses motivations. Il se situe nettement dans une politique de défense religieuse. Alors, entrons dans notre sujet quand même. Emmanuel Vitt, qui était-il? Les origines familiales. Voilà. Vous pourrez suivre comme ça. En rouge, c'est ce dont je parle à l'instant T. Emmanuel Vitt, prénommé en fait Pierre-Emmanuel, naquit le 12 mars 1849 à Cormeaux, en Bresse-Louhannaise. Voilà, c'est charmant, petit pays. Ce village du canton de Saint-Trivier-de-Courtes se trouve tout au nord du département de l'Ain, à la limite de la Saône-et-Loire. La commune comptait alors dans les 1100 habitants, et je crois qu'au dernier recensement, elle compte aujourd'hui 665 habitants. La famille Vitt était établie dans cette région depuis au moins le XVIIe siècle. Voilà Cormeaux, l'église, la mairie et la maison de la famille Vitt. Jean-Marie Philibert, le père d'Emmanuel, avait alors 37 ans quand naquit son fils Emmanuel, et il vivait déjà de ses rentes. Comme quoi, il n'avait pas trop de problèmes de retraite, lui, je pense. Sans doute possédait-il assez de terre pour se le permettre. Auparavant, il avait été marchand drapier. Le métier de tissier de toile, comme on disait, était traditionnel dans la famille, et nous le retrouvons
à toutes les générations. Marie-Françoise Rosalie Fortuné, née Bouchou, la mère d'Emmanuel, était alors âgée de 32 ans. D'une famille de cultivateurs, elle était originaire de Pirajou, commune voisine située au sud de Cormeaux. Ce fut Joseph-Marie-Victor Witt, maire depuis juin 1948 et oncle du nouveau-né, qui présida à l'enregistrement de sa naissance. La famille Witt avait déjà compté 2 autres maires de Cormeaux, Joseph, l'arrière-grand-père, et Jean-Marie, le grand-père. Très impliqués dans la vie communale, donc, les Witt l'étaient aussi dans le service paroissial. On peut ainsi relever parmi eux des membres du conseil de fabrique chargé de la gestion des biens de la paroisse. Emmanuel naissait donc dans une famille de moyenne bourgeoisie rurale et catholique, ayant acquis un certain statut de notabilité. Cinquième et dernier enfant de sa famille, Emmanuel avait donc 2 frères et 2 sœurs. Jules Joseph, l'aîné, deviendra docteur en médecine et conseiller de l'arrondissement de Bourg. De Bourg, pardon. À Lyon, on dit Bourg, bien sûr. Marie-Virginie Éléonore épousera Claude Joseph Marpeau, instituteur communal à Cormeaux. On voit déjà que le goût des études et de la chose intellectuelle n'était pas étrangère à cette famille. Joseph-Marie sera cultivateur et gardien des terres familiales. Marie-Françoise Fortuné épousera Joseph-François Poncin, cultivateur à Morbeau, à 12 km de Cormeaux. Enfin, pour parfaire le tableau familial, il faut que je dise un mot de cet homme. C'est Monseigneur Pierre-Marie Ferdinand Witt. Ces dates, c'est 1824-1883. C'était l'oncle d'Emmanuel. C'était le demi-frère du père d'Emmanuel. Religieux mariste, professeur de philosophie au séminaire de Moulins, provincial de Lyon, puis de Paris, théologien au Concile Vatican I, enfin évêque missionnaire en Nouvelle-Calédonie, dont il fut le 2e vicaire apostolique à partir de 1974, il dut se démettre en 1880 à cause d'une santé précaire et se retira à Cormeaux où il mourut en 1883, âgé de 59 ans. Cormeaux, la Nouvelle-Calédonie, c'était tout à côté. Je crois qu'à l'époque, il fallait 3 mois pour y arriver en bateau. Et je ne compte pas le Cormeaux-Marseille, et puis voilà. Cet oncle eut très certainement une grande influence sur l'orientation et les engagements d'Emmanuel Witt. Nous ne savons presque rien de l'enfance d'Emmanuel Witt. Dans un poème intitulé, parce qu'il était poète, on en parlera tout à l'heure, dans un poème intitulé Anniversaire, il évoque cependant son père qui sut l'initier à la contemplation de la nature et à la prière. Il cite aussi ses parents comme des gens de devoir qui savaient accepter tout fardeau par amour et foi pure. Comme ses frères, Emmanuel reçoit sa première instruction des soins du curé de Cormeaux, qui dirigeait avec son frère, je crois qu'ils étaient 2 frères prêtres dans la famille, qui dirigeait avec son frère une petite école cléricale. Et il fait sa première communion le 29 avril 1860, à 11 ans. Il y avait de belles images à l'époque. Plus tard, il est envoyé en pension au petit séminaire de Meximieux pour faire ses études secondaires. Son nom figure au tableau d'honneur du palmarès de 1862. C'était, selon le dire de ses professeurs, ils ne me l'ont pas dit personnellement, mais enfin, un enfant d'un esprit intelligent et actif, sous des dehors d'une nature douce et calme. Les études secondaires d'Emmanuel sont abrégées à cause d'un mauvais état de santé. Il reste alors 2 ans avec ses parents, puis il les quitte pour tenter sa chance à Lyon, car l'exploitation familiale était déjà occupée par son frère Joseph, de 7 ans son aîné. Oui, on arrive petit à petit. J'ai beaucoup de choses à vous dire, alors il ne faut pas perdre de temps. Arrivé à 18 ans dans cette grande ville, le jeune homme s'essaye d'abord dans le commerce de la soierie. Il était d'une famille de 6 rangs et la soierie faisait alors la renommée de la ville. Mais très vite, Emmanuel se tourne vers la librairie où il trouve sa véritable vocation. Il entre à la maison Bridet,
librairie religieuse située avenue de l'Archevêché, actuellement Adolphe Max, et il y apprend le métier de libraire, puis il devient commis voyageur. Les registres matricules militaires de Bourg de 1869 le disent employé de commerce et domicilié au numéro 3 de la rue de l'Archevêché à Lyon, donc tout près de la librairie Bridet. Cette première étape professionnelle d'Emmanuel Vitte est interrompue pendant quelques mois par la guerre de 70. Son livret militaire mentionne qu'incorporé à compter du 1er juillet 70 comme garde nationale mobile du département de l'Ain, section des infirmiers militaires, il fut appelé à l'activité le 15 août 1870 et licencié le 31 mars 1871. La guerre fut courte, heureusement. La guerre terminée, Emmanuel Vitte reprend normalement son travail à la librairie Bridet et il y reste jusqu'en 1976. Un mot sur son caractère. Dans une brochure que j'ai là, c'est une brochure qui a été l'unique source jusqu'à ce pavé-là, l'unique source pour savoir des choses sur la librairie Vitte. Dans cette brochure, qui parut au lendemain de sa mort, un ensemble de témoignages se rejoignent pour souligner les principaux traits du personnage. Je reprends les mots mêmes de ces témoignages. Emmanuel Vitte, sous des apparences plutôt paisibles, était d'une activité étonnante et se tenait au courant de tout. Prudent en affaires, il savait cependant oser et créer. C'était un homme de haute culture et de volonté énergique. Il avait un riche tempérament, des manières affables, un air de distinction, en même temps qu'une grande simplicité. Pudique, il ne se livrait pas, mais on pouvait deviner qu'il y avait profondément un arrière-plan de sa vie que les agitations de la vie commerciale ne pouvaient atteindre ni émouvoir. Voilà, c'était mon arrière-grand-père, mais on ne se ressemblait pas forcément. Hein. On ne se ressemble pas forcément. Pourquoi tu ris? Il me connaît trop pour ne pas rire. Entrons maintenant un instant dans la vie de famille d'Emmanuel Vitte. Le 29 novembre 1877, il épouse mon arrière-grand-mère, donc, Marie-Emma Françoise Greff. Il a 28 ans, elle en a 22. Natif de Montélimar, Joseph Greff, le père de la jeune femme, tient un salon de coiffure, place du Port-au-Roi, maintenant place Antonin Gorju, dans la maison même de l'Hôtel de l'Europe. Et d'après la tradition familiale, ce coiffeur était assez renommé pour que l'impératrice Eugénie, quand elle venait à Lyon, fasse appel à ses services. Il faut dire qu'elle descendait à l'Hôtel de l'Europe, donc c'est lui sans doute qui montait dans sa suite. Hein. La mère d'Emma, Jeanne-Marie Adam, oui, c'est l'ancêtre de beaucoup d'entre nous, Adam, était d'une famille originaire de Charlieu dans la Loire, mais établie à Lyon depuis 1798, au moins. Simon Jean, son aïeul, était alors un homme de loi dans le quartier Saint-Jean. Donc si Emmanuel a quelques ascendances lyonnaises, c'est par sa femme, et même c'est par la mère de sa femme. Entre 1879 et 1887, Emmanuel et Emma eurent 6 enfants. Il faut que je les mette là. Voilà. Jeanne restait célibataire. Elle consacra toute sa vie professionnelle, ça dura au moins 60 ans, cette vie professionnelle, au magasin d'art religieux de la Société, ouvert par son père. Jules ne vivra que 17 mois. Marie-Louise, après avoir obtenu le brevet élémentaire, et ce n'était pas chose courante pour les filles, brevet élémentaire pour l'enseignement primaire, elle passa quelques années dans la Société où elle y trouva son mari, Jean Jamin, qui était employé à la librairie. Ils eurent beaucoup d'enfants, 6 je crois, mais aucun petits-enfants. Il faut dire qu'il y en a un qui est mort tôt, Paul est resté célibataire,
Marc qui n'a pas eu d'enfant. André et Jean étaient prêtres et ça ne se faisait pas à l'époque d'avoir des enfants. Et Jacques est mort de bonne heure aussi. Oui, je ne suis pas sérieux. Mais je suis comme ça. Joseph, après des études au petit séminaire Saint-Jean, puis au Chartreux et à l'école de commerce et un temps passé dans la société, s'orientera vers la prêtrise et encore séminariste, alors qu'il était brancardier et encore séminariste, brancardier à Vernon, il mourra pour la France en 1916. Je note qu'il avait eu des responsabilités dans le Sillon lyonnais, fondé en 1908. Tout le monde sait bien sûr ce que c'était que le Sillon. Et comme il était dans les affaires un peu, il était trésorier du bureau de ce Sillon lyonnais. J'arrive à Marc, mon grand-père. Après des études similaires à celles de son frère, c'est-à-dire le petit séminaire Saint-Jean, les Chartreux, 2 ans d'école de commerce dont il sortit 11e sur 69, il collabora étroitement avec son père dans le domaine de l'édition et prendra plus tard sa succession. Marié en 1911, il aura 8 enfants. Alors vous les avez là, bon, enfin ça n'intéresse que les bons Lyonnais. Marie-Paul, ça j'y tiens parce que c'était ma mère qui a eu 3 enfants et moi je suis l'aîné des 3. J'ai une petite sœur qui est là, qui est la 3e. Et puis alors j'arrive au 6e enfant d'Emmanuel, Thérèse, qui était de santé délicate et qui restera célibataire et qui mourra pas très âgée. Je sais plus. Oui, il y a quelque chose qui manque là. Enfin, je passe aux catholiques militants. Emmanuel Witt était un homme de forte conviction qu'il puisait dans une solide foi chrétienne. Il mit ses convictions en œuvre principalement dans la société qu'il façonna, puisqu'il voulut faire de son entreprise un instrument au service de l'Église. C'était là son grand engagement. Nous y reviendrons quand nous aborderons son œuvre. Pour l'instant... Ah oui, ben j'ai sauté un truc, c'est pour ça que ça ne va pas. Oui, je voulais vous dire que la vie de cette famille se déroulait très simplement, très loin de toutes les mondanités. Grand travailleur, Emmanuel consacrait ses rares moments de loisir à la poésie, respiration de son âme profonde. Ses très nombreuses relations, il les entretenait toutes dans le cadre de son travail. Emma, de son côté, gouvernait sa maison, tout à sa nombreuse famille. S'il lui restait du temps, elle le consacrait avec ses filles à la réalisation d'ouvrages pour les œuvres, celle du père Chevrier en particulier. Enfin, c'est ma mère qui m'a raconté ça, j'ai tout lieu de la croire. Des gens simples comme les gens heureux n'ont pas d'histoire. Cette famille a eu plusieurs adresses dans la presqu'île et elle passait ses vacances au point du jour. C'était à ce moment-là la campagne, dans la propriété qu'avait acquise le grand-père Greff et dans la maison qui s'était fait construire. Voilà une photo ancienne avec la famille. Sur le perron, oui, cette maison, c'était, je sais plus où. C'était rue de la Garde. Sur la photo précédente, c'était marqué. Ah ben voilà, c'est marqué. Voilà, 29 chemin de la Garde. Alors sur cette photo, enfin, on voit d'abord sous le balcon, il y a un bas-relief là qui représente la Sainte Famille, c'est tout un programme. Sur le perron, vous avez Emmanuel Witt. Sur le banc à gauche, sa femme, Emma. Dans ses bras, probablement mon grand-père. Je ne l'ai pas connu à cet âge-là. Sur le banc, le coiffeur, Greff, sa femme, et là, son beau-frère. Et puis, ses frères et sœurs qui sont sur les marches, là. Je ne vous présente pas le chien. Il y a 2 jeunes filles qui devaient être sans doute les bonnes d'enfants. Voilà, je reviens aux catholiques militants. Donc, il a eu
4 engagements principaux en marge de celui de la librairie: l'Association catholique des patrons de Lyon, la Ligue pour le repos du dimanche, le Nouvelliste, le syndicat des libraires de la région lyonnaise. Association catholique des patrons de Lyon. Fondée en 71, 1800 bien sûr, cette association, comme la plupart des œuvres lyonnaises de l'époque, était une émanation de la puissante et secrète Congrégation des Messieurs. Elle avait pour but de rapprocher les patrons des employés et des ouvriers. D'ailleurs, on voit là sur la figurine, vous avez une main qui sort d'une blouse d'ouvrier, qui serre une autre main qui sort d'un veston d'un patron. Il fallait, dans le labeur commun, cette association voulait que dans le labeur commun, voulait établir des principes chrétiens qui doivent régner dans le monde du travail et de l'industrie. Au nombre des réalisations de cette association catholique des patrons de Lyon, on relève la création des syndicats corporatifs et des bureaux de placement, la création d'une caisse de prêt et des bureaux de versement, la création de coopératives à l'usage des ouvriers et employés, la création de cours professionnels du soir, de patronage et d'une bibliothèque. Emmanuel Vitt ne faisait bien sûr pas partie de la Congrégation des Messieurs. Il n'était pas de Lyon. Ce cénacle de la bonne bourgeoisie locale, le plus souvent légitimiste, devait lui être assez étranger. En revanche, nous trouvons son nom sur la liste des membres de l'Association catholique des patrons de Lyon, à laquelle il dut appartenir dès le début de sa carrière. Il trouvait certainement là des objectifs qui concordaient avec les siens et un catholicisme social manière Albert Demain qu'il appréciait particulièrement. Enfin, si vous voulez en savoir plus, il y a des développements dans mon livre, et puis dans une revue qui est là oui, j'ai commis un article sur cette association catholique des patrons de Lyon dans la revue Rive Gauche. Ligue populaire lyonnaise pour le repos du dimanche. L'obligation du repos du dimanche était déjà en débat. Le 12 juillet, nous l'avons vu, le 12 juillet 81, une loi l'avait supprimée. Alors, à l'instigation de la congrégation, encore elle, et la congrégation des messieurs, je n'ai pas le temps d'en parler, il faudrait faire 3 conférences là-dessus. Ce que j'en sais, je le tiens d'Henri Ours, qui était incollable sur la question. Et c'était un peu ce qui avait succédé à ce que tu connais bien, à savoir la Compagnie du Saint-Sacrement. C'était un peu une société secrète qui s'était formée après la Révolution, une société pieuse, mais qui petit à petit, sous l'égide de l'évêque, a pris en main toutes les choses lyonnaises, les œuvres lyonnaises, pardon, et qu'elle patronnait et qu'elle dirigeait. Alors donc, à l'instigation de la congrégation et en lien avec l'Association catholique des patrons, l'année 89 voit la création à Lyon de la Ligue pour le repos dominical. Cette ligue était sous la présidence de François Gillet, ça vous dit quelque chose, teinturier, et sur la présidence d'honneur d'Édouard Hénard, président de la Chambre de commerce et député du Rhône. Les arguments de ce mouvement étaient à peu près les mêmes que ceux avancés dans les débats d'aujourd'hui, à cette grande différence près, vous en doutez, que le motif religieux était alors le premier et récapitulait tous les autres. Nous retrouvons bien sûr le nom du libraire Emmanuel Vitt sur la liste, c'est marqué là, mais c'est trop fin, là, vous ne pouvez pas le voir, sur la liste des 317 magasins et ateliers de Lyon dont les patrons se font un devoir de fermer toute la journée du dimanche et des fêtes. Alors, le Nouvelliste, je vais être un peu plus long. Vous en avez entendu parler, sans doute. Nous savons que la création de ce journal en 1979 fut le fait à la fois d'un petit groupe autour de Joseph Rambaud.
Joseph Rambaud, c'était un professeur de droit romain aux facultés catholiques. C'était un ancien des Jésuites à l'école de Montgré, à côté de Villefranche. Donc, c'était le fait à la fois de ce petit groupe autour de Joseph Rambaud et aussi de l'Association catholique des patrons de Lyon, le tout inspiré, bien sûr, par la congrégation des messieurs. Il s'agissait de publier un bon journal à bon marché, aussi complètement et aussi rapidement informé que la mauvaise presse. La mauvaise presse, c'était bien sûr le Petit Lyonnais qui tirait à 120 000 exemplaires et le Progrès qui tirait quand même à 60 000 exemplaires. Or, j'ai découvert dans une correspondance de Joseph Rambaud, conservée dans les archives familiales, qu'Emmanuel Vitte avait déjà anticipé la création de ce journal et qu'il en céda le titre et les abonnements déjà reçus à Rambaud contre quelques actions du Nouvelliste. C'est alors qu'Emmanuel Vitte fut chargé de la réalisation technique du Nouvelliste. Selon les propres termes de la Convention, également retrouvés dans les mêmes archives, et que je vous lis, il nomme et révoque tous les employés pour le service de la comptabilité, de la caisse, des abonnements, des bureaux et des ventes au numéro. Il passe les baux, les polices, les marchés pour achat de papier, pour impression et tous les autres marchés analogues. Il traite avec les correspondants du dehors ou de la ville. Il encaisse ou paye les factures, le tout soit par lui-même, soit par les agents choisis par lui et rétribués par la société. Voilà, son rôle était très précisé et devait lui donner pas mal de travail. Mais cette collaboration ne devait pas durer. Dès 1881, Emmanuel Vitte démissionne. Il rend ses actions et je vois à cela deux raisons très vraisemblables. D'une part, certains parmi les collaborateurs de Rambaud reprochaient déjà à ce dernier son extrémisme militant. Cet extrémisme militant n'était vraiment pas le genre d'Emmanuel Vitte. D'autre part, en 81, comme nous le verrons, Vitte avait aussi fort à faire avec la transformation de sa maison en société anonyme. Voilà pour le Nouvelliste. Donc, il semblerait j'en suis sûr qu'Emmanuel Vitte avait fondé le Nouvelliste avant que la fondation officielle retenue par les historiens. Le syndicat des libraires de la Légion lyonnaise. Ce syndicat professionnel fut fondé le 17 janvier 1892 et de sa première réunion, Emmanuel Vitte en apparaît comme l'un des principaux initiateurs. Selon les statuts, ce syndicat avait pour but, je vous les lis, premièrement, d'arriver à la formation du syndicat général des libraires de France, d'étudier et de prendre toutes les mesures nécessaires pour atteindre ce résultat. Deuxièmement, d'établir une entente entre tous les libraires, de fixer des prix de vente uniformes pour la région, d'empêcher la vente des livres par les magasins de nouveautés, bazars ou autres commerçants non libraires, de réglementer la vente des livres classiques, c'est-à-dire des livres pour les élèves, et des livres de prix. En un mot, de prendre toutes les mesures jugées les plus profitables aux intérêts des membres du syndicat. La même année, Vitte publiait aussi une brochure de 14 pages intitulée « La crise de la librairie, courte réflexion d'un libraire de province », dans laquelle il appelait les éditeurs parisiens à reconnaître la place irremplaçable des libraires. Il leur demandait de ne pas court-circuiter le commerce des libraires par une vente directe aux collectivités avec un taux de remise que les libraires ne pouvaient appliquer sans se condamner à mourir. Je crois que le prix unique n'existait pas encore. M. Lang n'était pas encore arrivé au pouvoir. Le patron catholique social. Emmanuel Vitte se situait nettement dans le mouvement du catholicisme social initié par Albert Demain. Il se voulait proche de son personnel et dans ses rapports devant les assemblées générales, il ne manquait jamais de témoigner sa reconnaissance aux membres de la société, quel que soit leur niveau dans l'entreprise. Et ce n'était pas simplement des paroles, cela se confirmait par des actes qui ne trompent pas.
J'énumère. Répartition chaque année de 5% des bénéfices aux membres du personnel. C'est bien plus tard que Général de Gaulle parlera de participation. Création d'une petite association pour assurer au personnel, je cite, des avantages à la fois moraux et matériels et pour fortifier les liens de solidarité entre tous ceux qui contribuent au succès de l'entreprise. Souci des conditions de travail et d'hygiène. Souci du logement des ouvriers de l'imprimerie. Souci d'améliorer la situation du personnel par des mesures de prévoyance. Souci enfin d'assurer une certaine sécurité de l'emploi, même en temps de guerre. Et tout cela, j'ai pu le vérifier en dépouillant les rapports du conseil d'administration. Homme d'un idéal, faire de sa société un ensemble du livre, édition, presse, vente et diffusion pour servir le beau et le bien dans une perspective chrétienne, Emmanuel Vitte se révèle aussi comme un remarquable entrepreneur. Tout tendu vers son idéal, il ne perd jamais de vue les conditions matérielles qui lui permettront de le réaliser. Il sait que pour que sa maison puisse être durablement au service de la christianisation de la pensée, il est nécessaire qu'elle soit commercialement prospère. Il est étonnamment ancré dans la réalité, parfaitement à l'aise dans les bilans, il connaît les techniques de vente et aucun des services ou rayons de son entreprise, fût-il le plus technique comme l'imprimerie, ne semble avoir de secret pour lui. Il rédigea 2 brochures sur la typographie, notions élémentaires de typographie et de librairie à l'usage des auteurs, et de l'impression des labeurs, notions et conseils pratiques. Cette dernière, je n'en connais qu'un exemplaire, et il est au musée de l'imprimerie. Vous pourrez aller le consulter en le demandant. Son réalisme est fait d'un subtil dosage d'audace et de prudence. Quand il rencontre des difficultés, elles sont nombreuses, sa volonté n'est pas découragée. Au contraire, son énergie trouve dans ces difficultés même un surplus de courage et d'inventivité. C'est un entrepreneur très attaché aussi à la qualité du travail, qu'il s'agisse du contenu de ses éditions ou de l'impression des ouvrages qu'il publie. Alors la question que je me suis posée est celle-ci: comment se fait-il qu'un homme dont la scolarité s'arrêta avant la fin de ses études secondaires ait pu accueillir une telle compétence? La seule réponse que j'ai trouvée semble se trouver dans une intelligence particulièrement vive et une puissance de travail peu commune. Le poète, enfin. Pour parfaire notre connaissance d'Emmanuel Vitte, il nous faut encore dire un mot du poète qu'il était. Sur les rayons de sa bibliothèque se trouvaient en bonne place Victor Hugo, Alphonse de Lamartine, Victor de la Prade, Sully Prudhomme, François Copé, Joseph Soulary et même Baudelaire avec les fleurs du mal. Auteur de plus de 160 poèmes en 3 recueils, Vitte chante la nature, en particulier la Bresse, berceau de sa famille. Il célèbre les événements familiaux, des plus simples et quotidiens aux plus solennels et plus tragiques. Il rend hommage à ses amis et aux personnalités qu'il admire. Il prend position sur les événements. Il livre ses sentiments patriotiques, ses convictions religieuses, son espérance et sa foi. Notons à ce propos que chez lui, comme sans doute chez de nombreux catholiques de son temps, foi et patriotisme se rejoignent. Pour lui, c'est dans la pratique des valeurs religieuses que la France est exemplaire et grande. Bon, nous sommes quand même arrivés à la fin de la première partie. Je bois à votre santé. Nous allons découvrir l'œuvre d'Emmanuel Vitte en 3 temps. D'abord, je dirai un mot de ses premières fondations, puis nous abordons la transformation de l'entreprise en société anonyme, et enfin nous visiterons les différents secteurs de la Maison Vitte. Et il est 18h59. C'est qu'il tient l'horloge. Il est maître des horloges. Les 3 premières fondations. La librairie Vitte et Lutrin, d'abord en 1876. Nous avions laissé Emmanuel Vitte employé à la librairie Bridet, à l'ombre de la cathédrale. Après 7 ans d'apprentissage du métier de libraire, à la rentrée 76, il quitte son patron, traverse la Saône, il y avait un pont, c'était pas bien difficile, et vint s'établir au numéro 7 de la rue Mercière, rue qui à la Renaissance était, comme vous le savez, le quartier des libraires et des imprimeurs.
Pour fonder sa première librairie, Witt s'associe avec Auguste Lutrin, un ancien condisciple du petit séminaire de Meximieux. Chaque associé apporte 15 000 francs au capital. Le guide indicateur de la ville de Lyon de 78 indique Witt et Lutrin, libraire, éditeur, 7 rue Mercière. Ce qui montre que dès le départ, nos libraires avaient bien l'intention d'être éditeurs. Le local occupé, la dernière fois que j'y suis passé, par une laverie automatique semble de taille tout à fait modeste. En 78, Witt, Lutrin et compagnie. Nous trouvons aux archives départementales datées du 21 août 78 et signées chez Maître Chapuis l'acte de fondation de cette nouvelle société répertoriée dans le guide de l'année 79. Witt, Lutrin et compagnie, libraire, éditeur, 7 rue Mercière. Un troisième associé du nom de Louis Pérussel participe au capital, tandis que Witt apporte cette fois-ci 50 000 francs, ce qui laisse penser qu'il place dans l'affaire, moins d'un an après son mariage, la dot de sa femme. Lutrin apporte, lui, 15 000 francs et Pérussel 40 000 francs. Ce capital va permettre à la société de prendre de l'ampleur. La signature revient à Witt, majoritaire, et à défaut à Auguste Lutrin. Witt tient la caisse, Lutrin tient les livres, c'est normal pour un Lutrin, mais c'était des livres de comptabilité. Lutrin et Pérussel se partagent les tournées à faire chaque année. Mais cette association devait être de courte durée. 13 mois plus tard, en effet, Auguste Lutrin se retire de l'association pour des raisons qui demeurent inconnues et la société est dissoute. Troisième fondation, la librairie Witt et Pérussel en 79. Witt et Pérussel signent alors, toujours chez Maître Chapuis, l'acte de fondation d'une nouvelle société ayant pour raison sociale librairie Witt et Pérussel. Les deux associés apportent chacun 50 000 francs. Les statuts précisent que les bénéfices et les pertes seraient répartis entre M. Witt pour 55% et M. Pérussel pour 45%. Ils indiquent ainsi la suprématie d'Emmanuel Witt. Le guide indicateur de la ville de Lyon pour 80 indique Witt et Pérussel, libraire, éditeur, acquéreur de la maison Josserand, librairie catholique et classique, ornement d'église, place Bellecour, numéro 3, rue Mercière, numéro 7 et numéro 12. Librairie religieuse et scolaire, la maison a donc 3 adresses. Pourquoi? D'abord parce que la maison Witt et Lutrin et compagnie, prenant une certaine importance, s'était déjà étendue dans un deuxième magasin rue Mercière, tout près du premier, au numéro 7. Ensuite, parce que dès le début de leur nouvelle association, Witt et Pérussel avaient investi une partie de leur capital dans l'achat du fonds Josserand, libraire-éditeur, 3 place Bellecour. Cette dernière société, Witt et Pérussel, connaît pendant les 2 ans et 8 mois de son existence un réel développement, comme nous le montre un rapport d'estimation conservé aux archives municipales et qui fut établi en 82 lors de la transformation de la maison Witt et Pérussel en société anonyme. Ce rapport d'évaluation constate la propriété littéraire de plus de 150 titres avec les empreintes et les clichés correspondants. Ce fonds est en grande partie constitué de livres de piété. Ce sont des livres édités soit par Josserand, soit par Witt et Pérussel eux-mêmes. À côté de ces livres de fonds, la maison Witt et Pérussel possède aussi un stock important de livres d'assortiment, livres religieux provenant d'autres éditeurs. Et puis des livres classiques, c'est-à-dire scolaires. La vente de ces derniers, les livres scolaires, représente alors plus d'un tiers du chiffre d'affaires. La maison possède en outre 3 périodiques, La Controverse, revue des objections et des réponses en matière de religion. C'est marqué là. Elle avait 1500 abonnés. C'était une revue pour érudits, rédigée par des professeurs de l'université de Louvain, des jésuites et aussi des professeurs de faculté catholique de Lyon. La revue hebdomadaire du diocèse de Lyon, la première, celle-là, vous pouvez la consulter aux archives départementales. Celle-ci, bien sûr, aux archives diocésaines.
Avec 1500 abonnés, cette publication, organe officiel de l'autorité diocésaine, était née en novembre 80 de la fusion chez Witt et Pérussel de la Semaine catholique, fondée en 67, et des Annales catholiques, qui appartenaient à la librairie Le Coffre. Enfin, les Annales du Saint-Sacrement comptaient 2000 abonnés. C'était une publication pieuse, achetée également avec le fonds Josserand. Je passe. Partie d'un capital de 100 000 francs en 79, la maison Witt et Pérussel est estimée 600 000 francs, soit 6 fois sa manière initiale, si je sais bien compter, sa valeur initiale en 1882. Le chiffre d'affaires, qui était de 80 000 francs en 77, première année de la librairie Witt et Lutrin, était passé progressivement à plus de 570 000 francs. La maison avait aussi étendu sa clientèle à 10 procures générales, 300 maisons religieuses, 65 petits séminaires ou collèges libres. Ces éditions avaient des dépôts dans les librairies de plusieurs villes de France, Besançon, Paris, Bar-le-Duc, Lons-le-Saunier, Avignon, etc. Et des représentants prospectaient la clientèle. Pour donner plus de moyens à leur affaire, Witt et Pérussel décident, début 82, de la transformer en société anonyme. Des nouveaux statuts sont élaborés. Les deux fondateurs font paraître une offre de souscription dans un encart joint à la revue La Controverse. Le fait de s'adresser aux lecteurs de cette revue est significatif de leurs intentions. Ils recherchent avant tout des catholiques convaincus d'un certain niveau intellectuel, familiers de leur maison et partageant avec eux le même objectif, l'apostolat par le livre. Aussi, la liste des premiers actionnaires ne comporte pas de grands noms de la bourgeoisie lyonnaise, industrielle et commerçante. Dans cette liste, nous ne relevons qu'un membre de la congrégation des messieurs, c'était Noël Lemire, mais il était aussi membre de l'association catholique des patrons. Peut-être Emmanuel Witt recherchait-il une certaine indépendance et aussi une certaine neutralité qui permettent à sa maison d'être ouverte à toutes les tendances de l'Église. Par 1800 actions de 500 francs chacune, le capital de la société anonyme se monte en définitive à 900 000 francs, dont 600 000 francs représentés par l'apport en nature de la librairie Witt et Pérussel. Bon, je passe. Le nom de la société anonyme n'est pas neutre. Alors que montait une vague encore plus menaçante pour les catholicismes, nous sommes en 82, et 2 mois auparavant avait été promulguée la loi Jules Ferry sur la laïcité de l'enseignement primaire. Witt et Pérussel annoncent nettement la couleur et choisissent de donner à la société le nom de librairie générale, catholique et classique. Cette appellation indique bien que les fondateurs voulaient toujours et encore promouvoir le livre, tant de culture générale que scolaire, dans une optique chrétienne et catholique. Cette appellation œuvre cette appellation désignera toujours une œuvre de conviction. Œuvre, notre œuvre, c'est le mot qu'aimait employer le fondateur, indiquant par là qu'il voulait que sa maison participe à une véritable mission, la défense de la vérité religieuse par la bonne presse. Nous trouvons cette conviction et cet idéal pratiquement réitéré à chaque assemblée des actionnaires. Les différentes marques de la maison illustrent bien cet idéal. La première représente un semeur de bon grain. Bonum semen semino, c'était la devise de la maison. Je vous fais grâce de la traduction en français. La deuxième marque est plus sophistiquée. Elle représente un lion et un griffon tenant d'abord les initiales VP, Witt et Pérussel, et puis à partir de 1802, parce que Pérussel était mort, EV, Emmanuel Witt. Elle montre donc un lion et un griffon tenant ses initiales et surmontant un livre ouvert qui n'est autre que l'évangile de Saint Jean, avec ses premiers mots, in principio erat verbum. Au-dessus se déroule une phrase latine
Mon latin est loin, je ne sais pas si j'en ai eu beaucoup, mais je crois qu'on peut la traduire ainsi. D'une course rapide, il parcourt le monde comme s'il avait des ailes. Je note que les armes du chapitre de Lyon comportent également un lion et un griffon. Le griffon, à la fois lion, aigle et lion, lion, roi des animaux, aigle, roi des airs, symbolise depuis le Moyen Âge la résurrection du Christ, Dieu et homme, roi du ciel et roi de la terre. Forte de l'apport des actionnaires, la librairie générale catholique et classique allait connaître un rapide développement, tant par le travail de son fondateur, saisissant toute opportunité, que par sa faculté à réagir dans les situations les plus difficiles. Nous allons suivre maintenant ce développement et visiter, si j'en ai le temps, ces divers secteurs. Cette photo vous dit peut-être quelque chose, ça a un peu changé. Maintenant, c'est Bellecour Musique. L'une des premières décisions est d'abandonner les magasins de la rue Mercière et de concentrer l'activité commerciale place Bellecour dans le magasin du numéro 3, ex-Josserand, et dans un autre magasin situé au numéro 5, 2 immeubles plus à l'est, pour y installer un nouveau rayon, celui des ornements d'église. Les marchandises sont alors stockées dans des dépendances de ces 2 adresses. Cette répartition en 2 magasins présentait plusieurs inconvénients, et 18 ans plus tard, d'importants travaux entrepris en juillet 1999 permettent de réunir tous les rayons au numéro 3 avec un classement plus méthodique. Jusqu'en 1906, la maison n'occupe que la partie droite du rez-de-chaussée, mais en janvier de cette même année 1906, la partie gauche s'étant libérée, le magasin peut encore s'agrandir. Le magasin d'ornement d'église. Un rayon d'ornement et de lingerie d'église est l'une des premières extensions de la société. Ce commerce était, semble-t-il, assez florissant à Lyon, puisqu'en 1978, le guide indicateur ne cite pas moins de 30 magasins d'ornements d'église et de chasublerie établis dans la ville. La librairie Bridet, où Emmanuel Vitt avait fait ses débuts, possédait déjà un tel rayon. Dès 1899, c'est Jeanne Vitt, la voilà, fille aînée du fondateur, qui gère ce magasin, et elle le gérera pendant plus de 60 ans. En 1906, un magasin, une imagerie et des œuvres d'art religieux viennent compléter l'assortiment de ce rayon qui bénéficiait de l'extension ininterrompue des relations de la maison avec les pays de mission. En 1920, avec une collaboration avec la société Morat et compagnie, l'assortiment s'étend encore à la statuaire et aux éditions d'art. C'était sans doute l'année de la canonisation de Jeanne d'Arc, et puis c'était aussi le symbole de la résistance religieuse. Je vais passer à l'imprimerie et ses installations successives. Excusez-moi, je bafouille un peu. On sent la fatigue. C'est sans doute ma dernière conférence et ça vaut mieux. L'acquisition d'une imprimerie marque une étape des plus importantes dans le développement de la société. Au mois de mars 1983, la société s'adjoint le fonds de l'imprimeur-éditeur Jean-Benoît Pélago, rue Salat, numéro 58. Par cette acquisition, non seulement la maison se dote d'un outil très utile au service de ses éditions et à son développement économique, mais encore elle devient imprimeur de l'archevêque avec le monopole de l'édition des livres de la liturgie lyonnaise. Elle prend place ainsi dans une longue succession d'éditeurs-imprimeurs lyonnais. En effet, je cite, Jean-Benoît Pélago avait succédé dans le titre et les droits d'imprimeur de l'archevêché à Ruzan, lui-même successeur de Balanche, qui, après la Révolution de 89, avait remplacé Aimé de la Roche. Celui-ci avait succédé à 3 générations de Valfray. C'est Valfray premier du nom qui avait publié en 1665 l'édition des livres de chants romains préparés par Niver, laquelle a servi de copie pour la préparation du chant romano-lyonnais. Vous voyez, on vient de loin.
Si de nombreuses imprimeries existent à Lyon en cette fin du XIXe siècle, l'indicateur Henry de 87 en dénombrait 56. L'imprimerie vide va occuper parmi elles une place de premier plan. Le développement constant de cette imprimerie l'a contraignit à occuper successivement 4 sites. D'abord, il faut que j'abrège. D'abord, l'imprimerie de la rue Salat. J'ai dit à Marc qu'à partir de 19h25, le prix du livre baissait de 1 euro par minute. Oui, mais, oui, mais alors tu défalques les secondes que tu viens de me prendre là. C'est donc sur le site de l'imprimerie Pélago, Jean Benoît, 300 mètres carrés, que naît l'imprimerie Vite et Pérussel. Actuellement, c'est l'atelier de reliure Mora occupe la moitié de cette surface. Je ne sais pas si vous connaissez, la patronne actuelle est charmante. Elle m'a dit qu'elle avait retrouvé dans sa cave des caractères d'imprimerie en plomb, donc on sait d'où ils viennent. Bon, j'abrège. En 87, saisissant une occasion, Vite et Pérussel installent leur imprimerie aux 30 rue de Condé, en face de l'église Sainte-Croix, dans des locaux de 500 mètres carrés, parce que l'autre était trop petite, rue Salat. Ces locaux de la rue de Condé étaient occupés jusque-là par l'imprimerie Paris et Philippona. Ben, je saute là aussi. Comme la précédente, cette imprimerie de la rue de Condé tourne à plein régime et ses travaux sont en augmentation constante. L'activité augmente de telle manière que dès 1993, soit 6 ans plus tard, il faut déjà encore envisager une nouvelle organisation et un nouveau déménagement. Là, je vais être plus long. Voilà. Rue de Condé, rue de Salat, enfin les différentes adresses. Voilà, et nous arrivons rue de la Quarantaine. Beau bâtiment avec une grande cheminée. Si vous vous promenez sur le pont Kitchener, vous verrez une cheminée tronquée. C'est celle-ci, mais elle a été tronquée sans doute pour des raisons de sécurité. Après de nombreuses démarches, Emmanuel Vite trouve un terrain en partie construit, situé cette fois-ci sur la rive droite de la Saône, mais pas très loin de Bellecour. Il s'agit de bâtiments et du terrain qu'occupait une ancienne teinturerie. Courant 1994, les travaux d'aménagement et de construction sont menés à bien sous la direction de M. Moreau, architecte. L'installation électrique très nouvelle pour l'époque est confiée à M. Luc Cour. Ça vous dit quelque chose, les Lyonnais? Il a même fait des voitures, je crois, des camions. Une puissante dynamo actionnée par une machine à vapeur, d'où la cheminée, est installée pour fournir l'électricité nécessaire pour l'éclairage, le chauffage, l'alimentation des moteurs des diverses machines. Un ascenseur est aussi construit pour permettre l'accès aux ateliers qui se trouvent sur différents niveaux. Le 10 décembre 1994, Monseigneur Coulier, archevêque de Lyon, vient en personne bénir la nouvelle imprimerie placée sous le patronage de Gerson. Nous connaissons tous Gerson. Nous savons qu'il a fini ses jours à Saint-Paul comme catéchiste des enfants du quartier. C'était un grand pédagogue. Il avait été chancelier de l'université à Paris, donc heureusement qu'il était pédagogue. À la Quarantaine, la surface d'établissement est 2500 m², soit 5 fois plus vaste que celle de la rue de Condé. Le matériel est plus complet et tous les ateliers de dépôt se trouvent rassemblés en un même lieu, ce qui est un avantage considérable. Cette nouvelle et troisième imprimerie, comme les précédentes, fait l'objet de tous les perfectionnements techniques qui en font un établissement constamment à la pointe du progrès. Bon, elle adopte la première à Lyon le procédé d'impression en couleur dit trichromie. En 1906, l'imprimerie Vite est la première à adopter la machine à composer en caractère mobile, appelée monotype. Ça avait été inventé par l'américain Tolmer Lanston en 1887. Ayant beaucoup souffert pendant la guerre de la raréfaction du combustible nécessaire à la production d'électricité, l'imprimerie abandonne en 1919 la machine à vapeur pour avoir recours à la société Jonage. Le barrage avait été inauguré en 1999.
Mais passant ainsi du courant continu produit par dynamo au courant alternatif, il fallut remplacer tous les moteurs. En 1921, un atelier est créé pour un atelier de reliure et de cartonnage. En 1923, une presse de grande dimension d'un type très moderne est encore installée. De 1883 à 1923, l'imprimerie Vite fut dirigée par M. Pierre Combe. Ensuite, c'est M. Jean Malapert qui fut chargé de sa direction. Jean Malapert, c'était le père de Paul, que vous avez peut-être connu, bien connu à Lyon. En 1999, le nombre d'ouvriers dépassait la centaine. Vers 1911, grâce au progrès technique, ce nombre était de 80 environ. Je note que l'usine imprimait des livres en différentes langues, surtout des livres scolaires en portugais et en espagnol pour les frères maristes partis en Amérique du Sud. Le musée de l'imprimerie de Lyon conserve même des livres imprimés en maori pour les maristes de Nouvelle-Zélande. Après 40 ans de bon fonctionnement de l'imprimerie de la quarantaine, l'importance grandissante de l'édition et la nécessité d'honorer le plus rapidement les commandes extérieures demandent une nouvelle organisation et un nouveau agrandissement. 6 ans après la mort de son père, Marc Vite, mon grand-père, et le conseil d'administration décident finalement de déplacer l'imprimerie Rive Gauche au 177 avenue Félix-Faure dans une usine alors en vente qui présente l'avantage d'être de plein pied et d'avoir de vastes dimensions, plus de 6000 m². C'est là que fonctionnera l'imprimerie Vite jusqu'à sa fermeture en 1973. Bon, on va peut-être y arriver, mais il me stresse, ça se voit, hein. Ça s'entend. L'édition. Ça, c'est une annonce de l'imprimerie. Voilà, on arrive à l'édition. Dès l'origine, Emmanuel Vite désire devenir éditeur d'un fonds important qui soit au service de l'idéal qui l'anime, la propagande, on disait à l'époque, des idées et de la foi chrétienne catholique. Si les acquisitions successives des fonds Josserand et Pélago, comme plus tard celui de la maison parisienne Rondelet et compagnie, avait enrichi considérablement le nombre des propriétés littéraires de la société, Emmanuel Vite veut créer un fonds d'édition propre à sa maison. Son catalogue d'édition va rassembler principalement des livres de spiritualité, d'hagiographie, de biographie, de théologie, de philosophie et de morale, de liturgie, d'éducation religieuse, de pédagogie et bien sûr des livres scolaires dans lesquels l'idée de Dieu ne soit pas absente. Le catalogue des éditions Vite est avant tout un catalogue d'éditions religieuses. Mais il serait faux de croire que les éditions Vite se bornaient au strict domaine religieux. En effet, sans doute à la fois par ouverture d'esprit et par réalisme commercial, Emmanuel Vite ne répugne pas à éditer des livres concernant d'autres domaines variés de la culture ou de la science. Nous trouvons par exemple des livres de critique littéraire, des livres d'histoire, d'archéologie, de géographie, des publications sur Lyon et les provinces lyonnaises, mais aussi des ouvrages scientifiques ou médicaux, même les livres de Victor Gagneur, anticlérical notoire. Il avait fait ses études pourtant, et peut-être parce que au petit séminaire de Semur en Brionnais, puisqu'il était du Brionnais. Nous trouvons aussi des ouvrages pratiques d'agronomie, d'économie, de gestion et de comptabilité, etc. Je me proposais, mais je ne sais pas si on a le temps, de m'arrêter un instant aux principales collections révélatrices des grands axes de l'engagement éditorial d'Emmanuel Vite. Ce sont d'abord des collections en direction de la jeunesse catholique qu'il fallait sauver des ambitions de ceux qui voulaient détruire la religion, des collections donc de livres scolaires et de livres de culture. Alors, là je passe. Là c'est un exemple de tous les livres scolaires. C'était la collection FTD. Et dans les rapports du conseil d'administration, il était question de cette collection FTD. Je ne savais pas ce que c'était. Alors j'ai fini par téléphoner, sachant que c'était une collection
dont les frères maristes étaient les auteurs. J'ai fini par téléphoner à une maison de frères maristes. Le jeune frère qui était au téléphone ne savait pas. Il m'a dit, mais attendez, je vais vous chercher un vieux frère. Alors le vieux frère est arrivé, il me dit, mais c'est bien simple, FTD, ça veut dire frère Théophane Durand, c'était le supérieur de l'époque. Bon. Donc voilà. Ma curiosité a été comblée. Donc des livres de français, d'histoire, de géographie, de sciences mathématiques, de sciences physiques et naturelles. Voilà des exemples de livres. Plus tard, il fallut changer le nom de la collection. Les frères Maristes étant partis au Brésil, et la collection devient collection École Libre. Finalement, c'était les mêmes auteurs, mais il fallait le cacher. C'était dangereux de montrer que c'était encore des frères maristes qui étaient, pour la plupart, sous cette collection, derrière cette collection. Emmanuel Witt édite aussi d'autres livres pour les autres classes, des livres de français, de langue allemande, de langue anglaise, d'histoire, de mathématiques. Et puis il édite aussi ce fameux dictionnaire alphabétique et logique dont Monseigneur Élie Blanc, qui était une grosse tête des facultés catholiques, était l'auteur. Oui, le nouveau dictionnaire de la langue française, ancêtre du Petit Larousse, avait été condamné par l'Église, donc il fallait bien faire quelque chose. Je passe maintenant aux livres de prix. C'était les livres qu'on distribuait lors de la distribution des prix aux élèves méritants. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ça m'a semblé injuste parce que moi qui lisais peu, j'ai jamais eu beaucoup de livres. Et par contre, ceux qui savaient bien lire, ils en avaient beaucoup, beaucoup, beaucoup. Enfin, c'était comme ça. Alors là, c'est un exemple. Il y a eu plusieurs collections. Là, c'était un livre, bien sûr, fait par Valson, qui était un professeur de la Catho, sur Ampère. Bon, j'avance. Et puis, il faisait aussi des petits livres bon marché, des livres de propagande, comme on disait. Petite bibliothèque céleste, petite bibliothèque édifiante. Ça vous fait sourire, hein, mais il paraît que c'était quand même sérieux. Ça avait un contenu qui valait la peine. Ça servait de récompense pour les enfants du catéchisme. Et puis il fallait bien, même pour les adultes, pour qu'ils grandissent dans la foi. Donc, avec l'acquisition du fonds Pélago, dont on a parlé tout à l'heure, Witt et Pérussel recevaient le monopole de l'impression et de la vente des livres de la liturgie romano-lyonnaise à l'usage des fidèles et du clergé. Bréviaire, missel, graduel. Alors là, c'est les Heures de Lyon. C'était le paroissien lyonnais, le missel pour les fidèles. Bon, alors si ça c'était rentable parce que chaque pratiquant avait son missel, le missel d'hôtel, c'était une vente beaucoup plus réduite. Mais enfin, ça permettait d'avoir des contacts avec le clergé qui achetait ses livres. Voilà le rituel romain des éditions Witt et Pérussel. Bon, les revues. La controverse et le contemporain, c'était une revue religieuse, littéraire, politique et scientifique. Elle deviendra en 89 l'Université catholique. Une autre revue, le Moniteur bibliographique. C'était un guide dans le choix de livres pour le clergé, les communautés, les écoles et les bibliothèques. Cette revue fut rattachée aussi en 91 à l'Université catholique. Et puis une troisième très importante, l'École française. C'était une revue pédagogique
pour les maîtres des écoles catholiques. Bon, comme en France, rien ne peut se faire sans passer par Paris, Emmanuel Vitt acheta créa une succursale à Paris. Bon, je suis obligé de passer. Oui, vous aurez tout dans le livre. Et ça, c'est la dernière où s'était installée la succursale du temps de mon grand-père, Marc Vitt. Bon, le service de l'exportation, je vais peut-être en dire un mot quand même. Face à la diminution de la demande française pour maintenir le chiffre d'affaires, il fallait non seulement augmenter l'assortiment de l'offre, ce qui fut fait avec un rayon de papeterie, mais aussi chercher des débouchés nouveaux hors des frontières, ce qui fut le souci du fondateur dès 1902. En 1903, les rapports du conseil d'administration signalent de nouveaux débouchés dans les pays francophones, Belgique, Suisse, Luxembourg, sans oublier l'Alsace-Lorraine qui était alors allemande. Et bien plus loin, au Canada, le Proche-Orient fait lui aussi l'objet de prospection. En 1906, des représentants visitent régulièrement Égypte, Syrie, Palestine, Turquie, Belgique, Hollande et Suisse. Grâce aux religieux expulsés de France, des relations sont tissées avec l'Amérique du Nord, le Brésil, le Mexique, la République argentine et ailleurs. Un certain nombre de livres classiques sont alors publiés en espagnol et en portugais. Je voulais vous dire un mot de la bibliothèque Emmanuel Vitt. Comme les revenus du clergé avec la séparation de l'Église et de l'État avaient considérablement baissé, Emmanuel Vitt avait le souci que les prêtres et les enseignants puissent avoir accès aux livres. Donc il avait créé une bibliothèque avec tout un système de prêts, voilà. Allez, je vais conclure parce que sinon, je vais être à l'amende. Emmanuel Vitt meurt le 7 mars 1928 à 78 ans. C'était mon âge. Après un bref arrêt pour cause de maladie. Après les funérailles à Saint-François de Sales, il est inhumé au cimetière de Cormeaux, sa terre natale. C'est son ami Joseph Serre, son grand ami, qui écrit un article nécrologique dans le Salut public. Les successeurs d'Emmanuel Vitt, son fils Marc principalement, mais aussi son gendre Jean Jamin, maintinrent pendant 28 ans le rayonnement et l'idéal qu'il avait donné à sa maison, et cela malgré de très graves difficultés d'ordre économique dues à la crise des années 30, puis à la guerre et la période instable qui suivit. En janvier 1956, lors d'une importante augmentation de capital, la famille Vitt perdit la majorité. Les directeurs de la banque Delon et Grégoire, qui avaient placé l'argent de leurs clients, prirent les rênes de la société et ce fut un lent déclin. À partir de 1961, la maison fut peu à peu démantelée pour disparaître totalement en 1975. La succursale de Paris ferma en 1962. Le commerce de la librairie était cédé à Belcourt Livre en 1968. En 1974, ce fut l'arrêt de l'imprimerie et en 1975, l'arrêt des éditions. L'histoire de l'œuvre d'Emmanuel Vitt et de sa famille prenait fin après un siècle d'existence, mais elle avait été une belle histoire de générosité et d'engagement au service de l'Église. À la fin du XIXe siècle et pendant une bonne partie du XXe, comme au siècle précédent, la maison Péris dans notre ville, la maison Vitt avait porté haut le niveau de l'édition catholique. En France, elle avait tenu l'une des plus grandes places parmi d'autres maisons comme MAM à Tours, Barboux et Ardan à Limoges, Le Fort à Lille ou encore Le Coffre, Pousseliègue ou Le Thielleux à Paris, pour ne citer que celle-ci. Dépassant les limites de la région et de la France, elle eut aussi un rayonnement mondial sur les territoires de mission catholique. Voilà. Je suis arrivé au bout. Je vous remercie de m'avoir écouté avec autant de bienveillance.
Et je vous prie de m'excuser d'avoir bien bafouillé parce que j'étais très stressé. Je suis vraiment désolé parce que on va croire que j'ai mis une pression. Non, non, mais je t'en veux pas. Bon, Si tu n'avais pas été là, on partait à 9h. Merci encore pour cette conférence. Y a-t-il des questions sur le sujet? C'est vrai qu'il y a un thème que je t'ai empêché d'évoquer, pardon, qui est le lien avec tout ce qui est mission lointaine, puisque l'Église lyonnaise, et notamment la propagation et la congrégation des messieurs, ont quand même beaucoup poussé tout ce qui est mission dans les pays, dans les colonies, on pourrait même dire, et au-delà. Donc je suppose que cette maison avait été un relais dans cet ensemble. Oui, tout à fait. Tout à fait. On sait que la République là, a été une puissance colonisatrice. C'est sous la Troisième République que les colonies se sont développées et derrière les missionnaires suivaient. Mais j'ai trouvé très peu de choses dans les assemblées, dans les rapports des assemblées générales parlant des missions. C'est-à-dire que c'est plutôt, par exemple, des gens comme les maristes qui, eux, étaient implantés au loin et qui passaient commande de livres dont ils définissaient eux-mêmes la nature. Voilà. Okay. Alors, une question de Gérard Bruyère tout au fond. Ah oui, alors j'avais la chance d'avoir les archives de la famille, essentiellement les rapports des conseils d'administration. Dans mon livre, il est marqué que j'allais les remettre aux archives départementales, mais en fait, ça n'a pas marché, donc elles sont ici, aux archives municipales. L'autre jour, j'ai demandé au directeur de nos archives, le municipal, ce qu'il en était du classement. Et il n'a pas su me répondre. C'est certainement en cours, quoi, ça, depuis 6 ans. C'est en cours. Voilà. Donc vous pourrez les consulter ici. J'ai tout donné. Voilà. Ça répond à ta question ? D'autres questions sur Emmanuel Witt et ses éditions ? Non, mais tu vois, ils ont envie de partir. Hein, c'est tard. Est-ce